Bienvenue au podcast La Bouffe canadienne, où on explore les mets qui nous ont élevés puis toutes les controverses qui viennent avec. Mon nom est Victoria Grondin et je suis chef, auteur et quelqu'un avec une vendetta contre le sirop de table. Et moi, c'est Anne Breton, cuisinière amatrice, experte mangeuse, avec presque trop de jasette. Donc, après des années à me faire dire que je devrais avoir une chaîne YouTube, j'entame le processus pour me faire cancel. Aujourd'hui, on va couvrir le sujet du sirop d'érable et aussi une coupe de produits de l'érable qui sont assez emblématiques. Absolument. Fait qu'on va explorer puis tester 3 produits différents. Le beurre d'érable, le fudge à l'érable et l'alcool d'érable. Entre chacune des petites dégustations, on va couvrir un fragment de l'histoire du sirop d'érable, décomposer les étapes fondamentales de la production moderne de ce précieux sirop. Puis on va aussi faire un petit plongeon dans l'un des plus grands vols de l'histoire canadienne. Est-ce que t'es prête? 100%. OK. Fait on va commencer avec la base qui est c'est quoi le sirop d'érable? Oui, écoute, la définition, selon le dictionnaire Merriam-Webster, le sirop d'érable, c'est un sirop fabriqué en concentrant la sève des érables, plus particulièrement l'érable à sucre. Oui, donc, même s'il existe 124 sortes d'érable dans le monde qui peuvent produire une sève qui est absolument comestible, l'érable à sucre, qu'on appelle aussi en français l'érable franc, est considéré par la majorité des gens comme étant le type d'érable qui produit la meilleure qualité de sirop avec le meilleur goût. Fait que là, le sirop d'érable, c'est un produit exceptionnel. Mais tu peux pas juste planter un érable franc n'importe où puis avoir du sirop. Ça marche pas de même. Le sol, il faut qu'il soit riche et humide. Et il faut que ce soit placé dans une région où est-ce que le printemps est quand même long pour que la sève ait le temps de descendre. Donc, il y a eu beaucoup d'expérimentation avec où est-ce qu'on pouvait placer les érables dans le passé pour essayer d'augmenter la production au Canada et aux États-Unis, surtout aux États-Unis. Puis ça fonctionnait pas, là. Ça rushait un peu, là. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est vraiment, un art et un art qui est régional. Donc, au Canada, la majeure partie du sirop d'érable est produite en Ontario, au Nouveau-Brunswick et surtout au Québec. Donc, la province de Québec a fait une bonne chunk de la production d'érable mondiale. Tu penses que c'est quel pourcentage? Le Québec, ça? Oui. Donc, tu penses que le Québec produit quel pourcentage de sirop d'érable dans le monde? Hey, c'est sûr, le Québec, j'ai le goût de comme show-off puis de dire 50%. Mais c'est sûr que... Parce que je suis toujours surprise à quel point dans le nord-est, mettons, des États-Unis, tu sais, au Maine, ça fait la même, c'est comme un peu le pop culture de là, c'est leur produit de l'érable. Mais moi, je suis comme, non, c'est à nous. Fait que, écoute, je vais y aller avec un beau petit 42%. Je me sens... Donc, la province de Québec produit 80% de l'approvisionnement mondial de sirop d'érable. Chiche! J'aurais pu me gâter le 50. T'as raison. Aux États-Unis, le Vermont, le Maine et tout, c'est des régions où est-ce que le tourisme culinaire est tout et pour tout concentré principalement sur le sirop d'érable. Mais je pense qu'ils en parlent plus qu'ils font. Ah, les petits snorros. Ben écoute, tant mieux parce que, en tout cas, moi, les gens qui en parlent, qui se vantent de bien des affaires, là, c'est pas nécessairement les meilleurs. Non, c'est vrai. Hein? C'est vrai, t'as raison. Merci. Absolument, t'as raison. Donc là, comme tu dis, les Québécois adorent spécifier que le sirop d'érable, c'est un produit québécois. Est-ce que tu entends ça souvent? Ben oui. Je suis allée en Colombie-Britannique, puis j'ai amené en cadeau une canne de sirop d'érable. Ils sont au Canada autant que nous autres, là. Mais, tu sais, c'était mon offrande. C'était notre sirop. Ben, tu vois, il y a quelqu'un de la Colombie-Britannique qui avait visité ma famille quand j'étais jeune, puis il avait amené du saumon fumé. Donc, c'est vraiment une célébration des produits régionaux. Moi, je pense que c'est un produit qui est fait au Québec, oui. Je pense pas que c'est un produit qui appartient aux Québécois. Puis je vais spécifier, avant que quelqu'un me suive jusqu'à chez nous, là, quelqu'un conduit à Toronto pour me lancer des cannes que sa tante a vendues à 5$ en dessous de la table. Là. Dans le fond, nos connaissances présentes sur le sirop d'érable sont uniquement possibles à cause des connaissances incroyables, comme débiles mentales, des communautés autochtones qui avaient maîtrisé la terre bien avant que Jacques Cartier se pointe.
Donc, quand Jacques Cartier s'est pointé, le prêtre qui était avec lui, et je niaise pas, le prêtre, s'est mis à faire des rapports sur comment est-ce que les communautés autochtones, ils ramassaient le sirop. Puis s'est mis à en parler abondamment, puis ils sont mis à suivre c'est quoi qu'ils faisaient. Mais essentiellement, nos connaissances proviennent des communautés autochtones. Donc, maintenant, l'histoire du sirop d'érable comme qu'on la connaît, elle baigne vraiment dans la perspective des colons qui se sont pointés dans les années 1500. Mais, tu sais, est-ce que ça représente la réalité telle qu'elle était? Certainement pas, on peut pas dire que oui. Donc, il y a une couple d'histoires orales autochtones qui sont maintenant sur papier, qui permettent, si ce n'est pas d'avoir une vue parfaite de l'histoire du sirop d'érable, c'est d'avoir une vue plus d'ensemble et d'agrandir notre perspective sur le sirop d'érable. Donc, personnellement, mon histoire préférée est dans le livre qui s'appelle Braiding Sweetgrass. C'est tellement une belle histoire. Je vais mettre le lien pour le livre avec le lien pour le podcast, parce que je voudrais que tout le monde la lise s'ils peuvent. Mais dans l'équipe de production, Juan, il y avait une histoire préférée que je trouve qui est vraiment belle, puis qui fait une belle histoire de base dans la mythologie du sirop d'érable. Donc, cette histoire-là, elle vient du livre The Crown Maple Guide to Maple Syrup. Il s'agit d'une légende iroquoise qui a commencé par un coup de hache inconscient. C'est Waxis, le chef de la tribu, qui a tué un cerf pour le repas du lendemain, puis il a jeté sa hache dans le tronc d'un érable. Pendant la nuit, la sève de l'entaille de l'arbre, elle a coulé dans la marmite de sa femme. Puis, voyant la marmite pleine, ben, elle pensait que c'était de l'eau. Donc, elle a commencé à faire mijoter la venaison dans la marmite. Bientôt, elle a vu que la viande s'était enrobée d'une espèce de sirop épais, brun, puis elle a eu peur du dégoût de son mari. En voyant la viande, il a d'abord réprimandé sa femme, mais une fois qu'il a pris une bouchée de la viande grillée, ben, il n'a pas pu s'empêcher de sourire avec délice. Moi, je sais que c'est une belle histoire, là, mais Waxis, là, il me fait un petit quelque chose. Parce que... Un homme de goût. Non, pas parce qu'il aime le sirop d'érable, parce que tout le monde aime le sirop d'érable, c'est du sucre. Moi, c'est que c'est un homme que, quand il était un peu distrait, il a lancé sa hache assez profond. Fait que c'est à 1 à 2 pouces et demi dans un arbre, au point que l'entaille a fait couler la sève. Hey, c'est une Il y a eu peut-être d'homme, du gel-dégel durant la nuit. C'est le chef de la tribu, il était très fort. Il t'a swingé à la hache. Moi, je pense que Waxis était pipé, puis que cette histoire-là devrait avoir l'inclusion des descriptions physiques de lui. Alors, j'aimerais avoir une description, pas une photo, clairement, mais un dessin. Un petit dessin, une petite sculpture, une petite effigie, je sais pas. Je sais pas à comment ça inclure fonctionne. avec chaque rendition de l'histoire, s'il vous plaît. Ben oui, écoute, moi, j'y crois. Toi, tu y crois? Ben, je pense que ça fait du sens. En tout cas... Ben écoute, tu sais, c'est ça un peu les contes, les légendes, là. Souvent, c'est embelli. Il y a peut-être quelque chose... Tu sais, peut-être que pour vrai, ils ont trouvé ça par accident, puis ils l'ont goûté, puis c'était bon. Je sais pas que c'était un coup de hache inconscient, mais je suis quelqu'un qui aime bien les choses un peu romancées, donc ça me parle. Non, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoires qui... dans les histoires orales autochtones, il y a un mélange entre... le mythique et le concret, ce qui est toujours plaisant. Puis ça nous donne des personnages comme Waxis, qui peut faire des coups de hache spectaculaires. Moi, je te le dis, d'ici la fin de l'épisode, j'ai son numéro de téléphone. C'est ça mon seul objectif. Donc, parfait, on se met là-dessus. Waxis, si t'es encore autour de nous. Ou un de ses descendants, à Toronto, sait-on jamais. Je peux me déplacer. Ah, s'il y a un descendant, ça va le faire. Donc là, de nos jours, la production agricole est répandue à travers le pays. Moi, il faut que j'arrête de parler de Waxis, là. Puis, les communautés autochtones et non autochtones ont maîtrisé l'art de la production de sirop d'érable. Donc, par exemple, au Québec, on est maintenant un des plus grands points de production parce que c'était le meilleur climat où mettre les arbres. Puis où est-ce que les arbres pouvaient se répandre de façon abondante et produire de la sève. Là, aujourd'hui, on a choisi 2 des 3 produits de ma compagnie préférée à Toronto, qui est Forbes Wild Foods. En effet, Forbes Wild Foods, ça se spécialise dans les produits sauvages comestibles sélectionnés à la main par des experts cueilleurs à travers tout le pays.
Ils ont été très francs avec nous sur la composition de l'entreprise. En date du mois de février 2022, 3 directeurs sur 5 sont autochtones et les 30 petits actionnaires de l'entreprise sont un mélange d'autochtones et de non-autochtones. Puis là, juste pour clarifier, on n'est pas sponsorisé par Forbes Wild Foods, mais je vais parler d'eux jusqu'à ce que je perde la voix parce que j'aime tellement tout ce qu'ils font. Donc, l'année dernière, je voulais faire une recette qui ressemble beaucoup au grand-père dans le sirop. Donc, c'est une recette de Vancouver qui s'appelle, c'est quoi déjà? Saskatoon Berry Grunt. Donc, c'est comme si on disait grand-père dans la confiture. Et c'est fait avec des baies de Saskatoon qui sont comme si tu prenais une mûre. Elle était plus petite et plus longue. Et elle avait un peu plus un goût de noisette. Donc, moi, je voulais obtenir cette baie-là. Elle a un temps de vie, si on veut, ou une période de péremption d'à peu près 3 jours. Puis elle est surtout disponible à Vancouver et en Colombie-Britannique. OK, fait que le temps de se rendre, il t'en reste plus long pour la manger. Puis la saison dure à peu près 2 mois. 1 mois, 2 mois. OK. Donc, moi, étant très, très stressée, parce qu'il fallait que je fasse la recette au moins une fois pour savoir si les saveurs fitaient ensemble et tout, j'ai envoyé un message à Forbes Wild Foods en leur disant « Hey, est-ce que vous l'avez cette semaine au marché? » Non seulement ils m'ont répondu « Ah non, excusez, on l'a pas », mais ils m'ont répondu très vite. Ils m'ont répondu ensuite, la semaine d'après, pour me dire qu'il allait en avoir. Ah, fait qu'ils ont pris la peine de se souvenir de ton message puis de faire le suivi sans que... Ouais, puis de dire comme « Ah non, là, on a cette semaine, allez-y, venez-vous-en. » Fait que moi, là, je suis vendue Forbes Wild Foods jusqu'à la fin des temps. J'ai, justement, je prends leurs produits frais. Je prends surtout leur poudre de champignons. Dans le fond, tu sais, les champignons comme porcini ou oyster, des champignons qui durent pas si longtemps non plus puis qui sont très, très en saison. Si tu les prends séchés en poudre, tu peux les mettre dans tes ragoûts, tu peux les mettre dans les soupes, puis ça rajoute vraiment de la saveur. Donc, moi, là... Je prends des notes. Écoute, je les aime d'amour. Fait que là, aujourd'hui... Le choix était facile. Moi, quand j'ai su qu'on faisait un épisode sur l'érable, j'étais comme « Oh, je sais où aller! » Fait qu'on a choisi d'essayer 2 de leurs produits. Donc, le premier qu'on a choisi, c'est le beurre d'érable. Fait que comment est-ce que tu penses que le beurre d'érable est fait? C'est une bonne question parce que je pensais que je le savais jusqu'à ce que tu me poses la question. T'as pas le droit de regarder la réponse, là. Non. Non. Ah, et tu écris en plus? En plus. Hey! De plus. Non, je me cache. Tu vois pas, mais ma main est cachée. Le beurre d'érable. Parce que je sais que plus tu fais évaporer de l'eau, plus tu le fais bouillir, dans le fond, plus ça devient concentré. Mais là, ultimement, ça devient de la tire, mettons. Mais en fait, pour que ça ait une consistance ça beurre. devient du sucre. Oui, excuse-moi. OK, j'ai pas utilisé ultimement correctement. C'est ma faute. Je voulais dire que ça passe de sirop, après ça peut devenir de la tire, puis là, s'il y a plus 0 d'eau, ben ça va être des petites granules de sucre d'érable. C'est ça? C'est ça. Mais le beurre, c'est-tu après la tire ou il faut que tu rajoutes d'autres choses pour que ce soit comme plus crémeux? Faut que tu guesses. Ah, ben là... J'ai essayé de tricher, en plus, j'ai essayé de regarder, puis je l'ai même pas vu. Je suis trop honnête dans la vie. Souvenez-vous de ça. Anne Breton, trop honnête. T'as pas besoin de réussir, là. Je vais pas te donner un score, là. OK. Ben, mon guess d'abord, c'est que c'est la coche après la tire. C'est ça? Okay. C'est quoi? Non, j'ai l'impression qu'il faut que tu rajoutes un autre ingrédient. Parce que la tire est transparente, elle est comme toute... Là, le beurre... Ben, quoi que ça devient du sucre, fait que c'est comme plus... OK, là... mes uneducated guess, là, j'ai terminé. Tu veux-tu que je te sorte de ta misère? Oui, s'il vous plaît, donnez-nous la réponse, Madame Grondin. Le beurre d'érable a un seul ingrédient, du sirop d'érable. C'est exactement le même processus que si tu niaisais avec du caramel. Dans le fond, tu vas le faire chauffer jusqu'à 112 degrés Celsius. Les gens disent entre 110 et 115. Moi, je fais 112, ça va très bien. Après ça, tu le mets dans un bain de glace pour le refroidir jusqu'à 52 degrés Celsius. Puis ça, c'est très important, la température à laquelle tu le descends. Puis ensuite,
tu vas le fouetter jusqu'à ce qu'il y ait une consistance lisse et aérée. C'est comme ça que ça devient plus pâle. C'est qu'il y a de l'air incorporé dans la mixture. OK, intéressant. Mais J'avais aucune idée, puis j'en ai mangé beaucoup du beurre d'érable. Ouais, donc là, essentiellement, c'est ça qui est fascinant. Le beurre d'érable, c'est juste du sirop d'érable. Il n'y a rien d'autre. Des fois, tu vas pouvoir mettre du corn syrup. C'est quoi, sirop de maïs? Ouais, pourquoi tu ferais ça? Tu peux mettre du sirop de maïs. Si, admettons, t'es moi, puis t'es un peu incompétente, puis tu veux pas que ça cristallise devant tes yeux puis que ça devienne du sucre sur le bord, OK. tu peux mettre ça. C'est comme un moyen de s'assurer que tu peux pas le ruiner. Si c'est les premières fois que tu le fais, puis que tu viens quand même de prendre une canne de sirop d'érable au complet. Oui, c'est ça, là. Tu veux t'assurer que ça fonctionne. Donc, si, Tu veux admettons, pas le moi, je faisais des gaspiller. petits pots pour Noël, je le ferais avec ça. Puis, des fois, les gens mettent des agents de préservation pour s'assurer que ça se sépare pas. Mais à part de ça, celui qu'on a aujourd'hui, il est biologique, puis c'est juste du sirop d'érable. Fait que, là, est-ce que tu veux l'essayer? Ben oui. Mais là, Et là, toi, moi, moi, je l'ai mis Oui. sur une toast. Toi, tu m'as dit, je veux le manger à même le pot. Je veux que tu m'expliques ton raisonnement. ben là, à cuillère. OK, mon raisonnement, c'est plus un réflexe d'enfant qu'un raisonnement, et je t'explique. Parce que, tu sais, quand j'ai dit, moi, j'en ai mangé du beurre d'érable, ben, c'était un peu ça, là. On avait un petit pot, tu sais, le petit pot de plastique rond, Ouais, là. le mini-mini, là. Oui, tout le monde, en tout cas. J'espère pour vous que vous le connaissez, parce que sinon, vous passez à côté de quelque chose. Mais ce petit pot-là, c'est comme le format par excellence de beurre d'érable là, que tout le monde avait. Puis, tu sais, c'est un peu 150 comme grammes les environ. cannes. Ah, OK. Mhm. Ben, c'est un peu comme les cannes. Tu sais, c'est le même logo, le même design partout, mais c'est parce que les producteurs y achètent comme les mêmes Oh, cannes. oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a le monopole sur le design, là. Mais bref, ces pots-là, puis on en avait un dans le frigidaire. Puis là, c'est comme, hey, mon oncle Bruno nous a donné du beurre de pomme. Fait qu'on pouvait en manger sur notre toast, oui. Mais aussi, c'était un peu à chaque fois que tu ouvres le frigo, t'es comme, oh, yes, sir. Fait que là, tu prenais une petite mini cuillère de beurre de pomme. Ben, pas de beurre de pomme, excusez-moi, de beurre De beurre d'érable. d'érable. En petite collation. Ben, pas collation, mais tu sais, en petit réflexe de j'ouvre le frigidaire, donc je l'ai mérité. Oh, ouais. Ben, j'aime ça. Fait que toi, t'es habitué. Moi, je suis pas habituée. Je suis vraiment une femme de beurre sur la toast. Fait que, est-ce que t'es prête à manger ça? Certainement. Santé. Ah, je vois que ça serait bon aussi sur une toast, c'est sûr. Ben oui. Oh, c'est super bon. Mais à la cuillère, là. C'est un autre système de livraison complètement. Moi, j'en ai trop dans ma bouche. J'ai comme été avec Gusto, puis j'ai acheté un pain avec des graines de citrouille, de sésame et de tournesol autour. Donc là, j'ai la moitié d'une mangeoire à oiseaux dans ma bouche. C'est pas vraiment ce que je cherchais aujourd'hui, mais j'aime le beurre d'érable. Je sais pas si tu vas me backer là-dessus. Je pense pas que c'est aussi sucré que ce qu'on suppose, même si c'est très sucré. Là, tu parles au goût, là? Juste Au le goût? Ouais, au goût, parce que ça reste comme du sucre, là. Ben, c'est ça, j'étais là, on vient de dire qu'il y a un ingrédient, puis c'est du sirop d'érable. Fait que je comprenais pas ce que tu avançais. Fait que tu penses que l'espèce de conscience de tout le monde, dans notre tête, du beurre d'érable, c'est vraiment, vraiment sucré, puis quand tu y goûtes, finalement, c'est pas si sucré. Tu sais, je comprends. Ben, je pense un peu que Explique-moi. c'est ça, oui. Moi, c'est parce qu'en ce moment, en tout cas, je viens de manger sur une toast, puis ça fait facilement 3 ans que j'ai pas mangé ça sur une toast. Je me disais, ça va être agressif, ça va être intense. Je pense, vu que c'est aéré, c'est moins intense que ce qui est supposé. Là, il faut prendre en considération, j'ai mis une fine couche. Mais si, admettons, je le mangerais aussi en cuillère, peut-être que j'aurais pas la même opinion, mais je pense que tu peux le balancer tout de même. Oui, ben tu vois, moi, à la cuillère de même, c'était très sucré. Tu sais, tu prends pas comme une... Non, mais Ok, tu prends pas une grosse cuillère comme Non, c'est ça. ça. Mais quand tu as mentionné ton pain avec toutes les différentes graines, là, je me suis Oui. dit ça doit être excellent ce mélange-là. Parce que je pense que ça apporte une certaine balance. Puis je pense que c'est l'important si tu veux en manger toute une toast. Parce que tu sais, oui, c'est ça. il faut Une quelque cuillère, chose t'en as pour pas que- besoin d'une deuxième. C'est ça, puis il faut aussi quelque Puis chose pour je- soutenir tes reins, là, quand même. Là. Il faut une petite base. Là. Donc là, si, admettons, tu voulais vraiment impressionner quelqu'un qui n'a jamais eu sa vie, comment est-ce que tu servirais ça de façon un peu plus élevée, mettons? Ce serait quoi ton petit remix? Je pense que je voudrais l'incorporer dans
une espèce de planche. Tu sais, je mettrais genre des différents fruits, différents fromages, peut-être des morceaux de pain, justement. Je sais pas s'il y a des craquelins qui se marieraient à ça, mais je pense que je voudrais le mettre une trempette. Ou genre, il y a sûrement une recette avec un brie fondant, genre, puis du beurre d'érable. Ça doit être bon. J'ai-tu d'inventer quelque chose? Tu Sûrement viens pas, tellement là. de briser mon cerveau, puis je vais tellement faire ça bientôt, parce que là, on a un pot chacun, là. Mais imagine-toi un cheddar très, très fumé, très, très corsé. Avec ça, sur un craquelin neutre, on va quand même pas mourir, avec du sel sur le craquelin, puis une tranche de pomme verte. Tu vois, j'aurais pas dit pomme verte, j'aurais pas dit verte, mais là, tu l'as dit, puis ça me... Ah ouais. Ben, j'aime toujours un petit peu d'acide quand j'ai quelque chose de très comme sucré. ça, tu sais, avec très sucré avec le gras du fromage et tout, tu sais, c'est salt, fat, acid, heat. Là, je mettrais pas de chaud non plus, là. Pour ça l'épice, là, mais... Un petit peu de tabasco. Je pense qu'on vient de un faire une 8e de cuillère à thé de sambalolec. OK. Ne faites pas ça à la maison. Ou faites-le et écrivez-nous au le podcast de la bouffe canadienne. Dites-nous commencer parce que nous, on le fera pas, cette expérience-là. Ah, c'est quelque chose qu'un ado ferait, là. Ouf! On vient de les faire descendre le mauvais chemin, là. Pardonnez-moi, Seigneur. Les mauvaises influences. Les mauvaises influences. Du top de ma vingtaine, c'est ça que je fais avec mon temps libre. Mais tu vois, moi, ce que j'aime, c'est à quel point ton idée est pas en direction opposée, mais est quand même très distancée de mes idées à moi. Parce que moi, j'étais pognée sur la toast, là. Moi, je pensais juste à la toast, là. Fait que moi, je pensais juste rajouter plus d'ingrédients. Parce que c'est toujours ça que tu fais quand tu veux. Oui. Mais admettons, là, je prendrais un pain blanc, mais c'est comme une baguette qui vient d'une boulangerie. Quelque chose qui, quand même, a de la texture, a du mordant, mais c'est un pain blanc à la fin de la journée. Il n'y a rien de trop compliqué là-dedans. Là, il n'y a pas d'ajout de... C'est ça. Tu veux pas plus de goût ou de texture, mais la base neutre, mais une bonne base, parce que c'est la base, c'est important. Exactement. Tu me comprends. Puis après ça, je mettrais... Puis là, il faut vraiment que tu réalises que c'est pas quelque chose que tu manges fréquemment, mais je servirais ça à un brunch. Ce serait du beurre. Après le beurre d'érable. Après, je mettrais des noix. Donc, probablement une noix de Grenoble. Puis, tu sais, il y aurait le beurre d'érable aussi, là. Noix de Grenoble. Et je mettrais des bleuets. Donc, tu sais, là, les bleuets sont pas complètement en saison, sont un petit peu surettes. Je prendrais ces bleuets-là. Juste, justement, avoir un petit goût surette qui revient, couper le tout. Puis, je mettrais de la fleur de sel. OK. J'ai une question un peu spécifique pour me l'imager, là. Des petits bleuets ou des gros bleuets? On peut se mettre des gros bleuets. On a-tu le budget? On a le budget. Parfait. Super. Ben, je mettrais des gros bleuets. Miam. Ouais, ça, c'est moi qui mimais prendre une bouchée. Puis ça, à l'heure du brunch, tu sers ça à un resto, puis tu charges 18$. Une toast qu'il faut que tu manges avec un couteau et une fourchette, là, tu sais. Oui. Tu coupes un bout, là, puis là, miam. Ce serait vraiment une toast élégante. Puis même, tu pourrais la griller pour qu'il y ait des lignes dessus. Tu peux faire plein d'affaires, là. Mais ce serait vraiment le look, là. Moi, je pense que ça le ferait. Ah ouais, 18$, pas cher à payer pour ce luxe. J'ai la vision en tête, là. Moi, je suis déjà là. Je fais déjà la file pour manger cette toast. Ben oui, c'est ça. Je suis en train de me dire, dans mon budget, la semaine prochaine, il faut que je me garde 30. Puis là, j'ai 18 pour ça. Puis là, on va aller bruncher. Mais là, j'ai une coupe de noix chez nous, justement. Puis j'ai tous ces ingrédients-là. Je vais clairement le faire, là. Puis je vais charger à mon fiancé 18$, là. Je m'en fous, là. c'est le coup de tu peux te faire une toast au beurre de pinot ou 18$ et manger. Exactement. Tu payes pour mon expertise. Hein? Moi, je fais des combinaisons saveurs inusitées et cocasses et complexes. Ça coûte 18$. Arrête, tu vas te ramasser sans gars de son, là. Écoute, c'est le prix à payer. C'est pas grave. I got your back, Max. Un podcast, ça n'a pas besoin de bonne qualité de son. Là. Je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est juste la seule chose qu'on offre, c'est du son. Ça n'a pas besoin d'être de qualité. Ben non. Fait que, moi, ce que j'aime vraiment du beurre d'érable, c'est à quel point la transformation du produit est
aussi simple que de manipuler la température du sirop d'érable. Comme tu le manipules, tu le mets chaud, ensuite froid, ensuite tu le fouettes et c'est fini. Rien de plus, rien de moins. C'est exactement la même chose à un certain niveau qui se passe avec un tonneau de sève, ce qui nous amène à notre prochain segment qui est comment est-ce que le sirop d'érable est produit. Auparavant, pendant la saison des érables, les tapeurs de sucre des tribus Anishinabek taillaient un arbre jusqu'à ce que la lame soit mouillée de sève. Ensuite, ils nettoyaient l'entaille avec un couteau et un poinçon avant de vider le cœur d'une branche de bouleau ou de sumac fendu en deux et de l'insérer dans l'entaille. Ça va devenir un canal qui va laisser la sève couler librement dans un seau ou un mocoque, un panier fait de bandes tissées d'écorce et de bouleau et scellé avec la résine de pin. Donc, de là, il n'y avait pas besoin de faire grand-chose. Souvent, la sève allait être appréciée telle qu'elle, ou encore, on allait laisser le geler au cours de la nuit afin que la majeure partie de l'eau puisse être retirée le matin même, donc en tapant les glaçons puis en les retirant, afin de révéler un liquide sucré vraiment purifié. Ils pouvaient ensuite le chauffer pour en faire du sucre d'érable cristallisé, puis ils pouvaient l'emballer dans des petits gâteaux ou des moules pour le transport puis l'entreposage. Donc, objectivement parlant, là, cette méthode de collection puis de production est très proche de la façon dont le sirop d'érable est produit aujourd'hui. Théoriquement, on a peut-être remplacé le bouleau par du plastique, puis on a rajouté quelques systèmes de filtrage en cours de route, mais les communautés autochtones, là, y avaient vraiment mis au point le meilleur système qui soit. Donc, de nos jours, c'est un processus en 4 étapes. On va les couvrir très brièvement, mais la meilleure explication est dans le livre The Crown Maple Guide to Maple Syrup. J'ai pas réussi à le trouver en français. Si je le trouve en français, je vais envoyer le lien aussi, mais c'est vraiment un très bon livre. Si vous aimez la science, puis vous aimez le sucre, c'est le livre pour vous. Donc, la première étape, c'est de percer un trou d'environ 1,5 pouce à 2,5 pouces de profondeur, puis on utilise un marteau pour enfoncer un chalumeau. Donc, pour décrire c'est quoi un chalumeau, un Québécois appellerait ça un bec, là, c'est vraiment un hybride entre un bec d'un côté, puis un clou avec un fond vide de l'autre. Après ça, c'est quelque chose que tu vas enfoncer. La forme est comme parfaite pour faire le trou y rester, mais il y a quand même un trou au travers pour que la sève puisse s'écouler. Exactement. C'est comme la meilleure paille de tous les temps, en fait. Ensuite, tu accrocherais un seau juste en dessous du chalumeau ou encore, tu pourrais prendre un système de conduite de sève qui passerait au travers de la forêt jusqu'à la cabane à sucre. Donc ça, c'est vraiment dépendant de la capacité de production que tu as. C'est des petits tuyaux bleus qu'on voit là, quand on conduit en campagne. C'est des petits tuyaux bleus. Donc avant, ils avaient fait en métal, puis ils ont réalisé que ça gèle pendant la nuit. Hein? Ben oui, c'est ça le but. Fait ils ont réalisé que le plastique, c'était le meilleur moyen de transporter ça. Mais la raison pourquoi ils utilisent ce système-là, c'est que si tu prenais des seaux, il faut que tu échanges 1 à 2 fois par jour. Mais de passer devant tous les seaux. Pour ça que mon oncle a besoin d'aide pour aller courir les érables. C'est parce que je savais pas que c'est aussi fréquent. Mon père, oui. c'est ça le printemps. Là. Ah ouais, là, je vais aller aider Bruno. On va courir les érables. À part qu'on fait ça. Les érables. Ben, c'est parce que c'est. Dans le non, fond, je là, sais, mais l'expression on est est en ben raquette. Ben oui, on va courir les érables. On est en raquette parce que des fois, il y a trop de neige. Oh mon Dieu. On a tout un gros seau. Puis on va vider les bacs. Puis des fois, dans le fond des chaudières là, qui sont accrochées en dessous de chacun des chalumeaux, des fois, ça a eu le temps de geler. Fait que moi, je me souviens, là, tu décroches le seau, puis là, il faut comme que tu fasses bouger l'espèce de gros glaçon d'eau d'érable. Tu vides ça dans ta chaudière, dans ta grosse chaudière, tu raccroches la petite chaudière, puis tu continues. Puis là, tu cries, hey, non, ça là, je l'ai fait. Je veux tellement aller faire ça avec toi, là. Hey, attends, on a besoin d'aide, c'est 2 fois par jour. Je viens de m'embarquer dans quelque chose qui sonne le fun. Genre, si quelqu'un te voyait faire ça sur Instagram, ça sonne le fun. Mais étant quelqu'un qui marche bien en raquette, je sais à quel point je veux pas faire ça. On ira en faire 2-3 pour une photo, là. On prendra ça pour dire qu'on l'a fait. Okay, après ça, on retourne dans le chalet. je vais essayer de le faire pour de vrai. Mais parfait. Après, on va avoir une petite glue quand même. Là. Ben oui. Pendant. Là, j'ai peur parce que ça sous-entend que tu vas peut-être considérer de boire le sirop d'érable tel quel.
L'eau d'érable, tu veux dire? Ouais. Ben oui. Pourquoi? Ah. Hey, c'est bon. C'est comme de l'eau sucrée. Fait que ça, c'est la première étape. Donc, c'est ça. Ça dépend vraiment de la capacité de production. Si ça ne tente pas de courir les érables, ben, tu peux juste utiliser un système de tuyaux. Après ça, une fois que le seau est plein, il faudrait faire passer la sève d'érable dans un système de filtration. Donc, c'est un système de filtration par osmose inverse qui va éliminer jusqu'à 90% de l'eau. Le meilleur moyen d'expliquer l'osmose inverse, c'est une quantité de pression énorme qui va pousser la sève au travers. Puis le seul truc qui va pouvoir passer, c'est l'un ou l'autre. C'est soit la sève, soit les particules d'eau. Puis après, fait que moi, je soupçonne que c'est l'eau, en fait, qui passe au travers. Puis après ça, elle a tellement été filtrée fort, si on veut, c'est vraiment le meilleur moyen de le décrire, qu'elle est complètement déminéralisée. C'est juste de l'eau. Il n'y a rien d'autre, là. Il n'y a rien d'autre qui passe au travers. Donc, cette eau-là, il la garde pareil, puis il l'utilise pour nettoyer l'équipement à la fin de la journée. Ah, smart. Pas Ça, gaspille. Pas de gaspille. Puis en plus, ils veulent aussi éviter de passer trop de temps à faire cuire la sève, puis dans le processus d'évaporation, de perdre du produit. Donc, c'est vraiment un système intelligent. La troisième étape, après, ça va être que la sève va être acheminée à travers un système d'évaporateur. Donc, je pense, d'habitude, il y a jusqu'à 3 pannes d'évaporation. Puis, elle va être chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une densité et donc une concentration de sucre spécifique qui va être évaluée à environ 66 à 68 Brix. Donc, pour mesurer ça, tu peux utiliser par exemple un osmomètre. Essentiellement, le Brix, c'est un système qui est utilisé pour la production de bière et de whisky pour calculer la quantité de solide par rapport à la quantité de liquide dans un certain liquide. Donc, les gens utilisent ça pour calculer le pourcentage de sucre dans un produit alcoolisé et ça se traduit très, très bien au monde de l'érable. Donc, quand on parle de 66 à 68 Brix, ça, c'est les standards de production canadiens, c'est environ 66 à 68% de concentration de sucre. OK. Ouais. Puis ça, c'est des standards très précis. Là. Tu vas à 70, c'est fini. Donc, une fois que la densité souhaitée va être atteinte, le sirop va être filtré juste une dernière fois pour éliminer tout le sable qui s'est échappé des systèmes de filtration précédents avant d'être refroidi, classé et mis en bouteille. Puis le mode de classification, c'est selon la couleur. Donc, il va y avoir ambre, foncé et très foncé. Puis ça dépend selon divers facteurs, mais généralement, plus c'est foncé, plus ça a une saveur d'érable prononcée. C'est logique, parce que j'aime mieux celui qui est foncé. Tu sais, j'ai dit c'est logique comme si j'avais une vraie explication scientifique. Mais non, j'ai l'impression que c'est le sirop d'érable, tu sais, je sais pas, là, c'est peut-être juste dans ma tête ou c'est comme une affaire. Mais le foncé, tu sais, c'est le meilleur, là. C'est le plus palotte, là. Palotte, en fait, comme... les gens ont tendance à prendre le palotte, généralement, alors que celui qui est prisé d'un point de vue culinaire, c'est celui qui est très foncé, parce que c'est celui qui va donner la meilleure saveur d'érable. Donc, celui dans mon frigidaire, là, tu vois à peine au travers, là. Oh! Faut que j'aille dans ton frigo. Ça sonne comme si je vais aller chez vous sortir avec toi. Juste comme... J'ai envie dans ma vie de m'asseoir avec un verre de lait d'avoine et de tester chaque classification et voir la différence. Mais moi, si, admettons, je faisais une recette pour un restaurant, admettons que je ferais une crème glacée vanille avec un petit sirop d'érable réduit puis un peu de fleur de sel, je prendrais un qui serait ambré parce que avec les goûts forts de vanille, je voudrais pouvoir balancer avec une saveur distincte d'érable. Ça permet de contrôler, dans le fond. C'est ça. Puis ça permet aussi d'obtenir plus de saveur pour ton argent, si on veut. OK, là, tu as dit ambré, fait que tu voulais dire foncé ou très foncé. Ah! Oui, je voulais dire foncé. OK, on va dire très ambré. Parfait. Ça veut-tu dire très foncé, ça? Moi, si j'étais pour faire une recette professionnelle pour un dessert, je ferais toujours très foncé. Pas de question. Parfait. Parce que je voudrais le punch. Ouais. Oui. Tant qu'en mette, tu veux que ça goûte. C'est ça.
Puis c'est aussi parce que l'érable, c'est une saveur forte qui va avec beaucoup de choses. Ben, je voudrais qu'ils puissent rentrer en compétition, si on veut, avec des saveurs fortes comme, mettons, celle du bacon. Je voudrais que ça punch. Ah, miam. Oui, absolument. J'ai pensé à des bacon dans le sirop, j'ai pensé à des œufs brouillés dans le sirop. Tout ce que tu manges à la cabane à sucre, ça a tout du sirop. Puis c'est tellement des choses, tu dis ça à n'importe qui et comme, voyons donc, des œufs brouillés, du sirop d'érable. Ça marche. Essayez-le. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Hey, là, Ça c'est pas drôle. fonctionne. Demain, je pense que je mange comme déjeuner. Hey, ça va être une belle journée, ça. Non, je ferai pas ça, mais je vais y penser. Au brunch, toi, tu mangeras ta toast à 18$. Moi, je vais manger des œufs brouillés dans le sirop. Parfait. Deal. On prendra une bouchée de chacune des assiettes. Donc, ici, il y a une vidéo qui est vraiment intéressante, qui va au travers des 4 étapes qu'on a vues. Puis, tu vois l'érable passer, puis la sève et le sirop d'érable passer à travers de chacune des étapes de production, puis tu la vois couler. Donc, je vais mettre la vidéo, encore une fois, dans les liens du podcast. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, puis tu comprends vraiment bien comment ça fonctionne. Là, j'ai une question très importante pour toi. Vas-y. Au fil des 4 étapes, à quelle étape est-ce que tu arrêtes la production pour prendre une glue? À chacune. Au début. Après, quand t'as enlevé 90% de l'eau, là, tu goûtes. Là, quand c'est rendu plus en sirop, ben pas, tu sais, pas... Ah non, il y a une étape qui a du sable, hein, t'as dit. Fait que celle-là, je veux pas y goûter. Ils ont pas mal tout du sable. En fait, moi, je te dirais d'un point de vue critique, si tu veux pas le sable, faudrait que tu ailles à la dernière étape. Où est-ce qu'il est chaud, puis il y a aucun sable dedans. Je te dis, si tu regardes la vidéo, là, le filtre, une fois que le sable est passé, là, pour te le décrire, là, c'est comme si tu te faisais un petit smoky look avec du eyeshadow noir, l'ombre à paupières noire. OK. Puis qu'à la fin de la journée, tu passais la lingette démaquillante pour la première fois. C'est de ça que ça a l'air. C'est violent, la quantité de sable qui est extraite. Mais il y a beaucoup. Il y a des litres et des litres là, d'eau d'érable. Là. Fait que, si tu t'en prends une glue, tu manges pas une pelletée de sable. Là, c'est ça que je me dis. Puis moi, je n'ai bu de l'eau d'érable, j'en doute pas. C'est un petit prix à payer pour avoir du fun. Oui. Exact. Mais moi, je dis que si tu fais un peu plus attention à ta consommation annuelle de sable, peut-être que la 4e étape est la meilleure étape pour toi. Okay, moi, parfait. Je me préoccupe peu de ce qui va dans mon corps. Donc, je tiens à dire, j'arrêterai la production sans aucun doute à dans le fond, la première étape. Moi, j'irais à même l'arbre. Je voudrais la sève. Comme, idéalement, dans la chaudière. À la chaudière. Moi, je vais dans la chaudière. Je suis une femme de chaudière. Exact. Ben, pour l'avoir faite, no regrets. Mais c'est très bon. J'ai goûté de l'eau d'érable quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école primaire. Vraiment fancy. Comme, je sais pas pourquoi ils nous ont fait faire ça. Là. On était en maternelle. Là. J'avais genre 5-6 ans. Là. Je comprenais pas ce qui se passait. Là. Mais ils nous ont fait goûter l'eau d'érable pour nous montrer comment ça fonctionnait. Puis je me rappelle, j'avais mon petit gobelet en styrofoam. J'ai pris une gorgée. Là. Puis il était genre... Ça goûte légèrement sucré, avec des petites notes de bois. Puis moi, je tenais mon verre, puis j'étais genre, ouh! Ça goûte pas, là! Ça goûte... Mais tu sais, j'étais un enfant, je voulais vraiment ce qu'il y avait le plus sucré possible, puis j'étais comme... Ah, c'est sûr que si tu t'attends à... Comme si tu vas prendre une gorgée. Moi, je pensais que j'allais boire un Jolly Rancher. Ouais. C'est sûr que t'es déçu. Mais non. Ben, parce que l'eau, c'est ça, l'eau d'érable... Ben, c'est ça, là. C'est comme une goutte. Parce que si tu penses à ça, toute l'eau qui est enlevée pour te faire une goutte de sirop, en fait, quand tu bois l'eau d'érable, tu l'as, cette eau-là. Là. Fait que c'est une goutte de sirop. Exact. Dans le fond, ça varie plus ou moins 4 litres. Là. Ça prend environ 42 litres d'eau d'érable pour produire 1 litre de sirop d'érable. Pensez-y, là, 42 litres, là, c'est quoi? Là? 42 pintes de lait, là, la gang. Techniquement, c'est 1,333. Mais c'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Tu sais, si tu y vas pour en faire un, là. Fait que moi j'y vais en pinte de lait encore, là. Ben, moi, si je mets 42 pintes de lait dans... Imagine la canne de sirop d'érable chez vous, t'en as 42. Ou tu peux juste dire 48, tu sais, 4 caisses de 12. Il y a de l'amour là-dedans, là. Il y a du temps, puis il y a du chemin en raquette pour ceux qui ont pas de petits tuyaux bleus. Il y a bien de la course qui se fait en raquette par quelqu'un d'autre que toi puis moi, tu sais.
Ah non, non, c'est un long procédé, puis Ben, c'est ça. ça Fait vaut la peine, mais c'est pour ça que, tu sais, je sais pas, là, j'ai c'est ça. l'impression que c'est... Des fois, tu y repenses avant de... Ben, Ben, moi, pas c'est pour avant, ça non. que Empêche-toi pas. par empathie et par OK, amour, oui. Des moi, je ferais juste producteurs. boire l'eau d'érable direct. Tu sais, dans Je le vous film du sauve de la processus. job, la gang. Ben oui! Je peux payer le même prix, je m'en fous, là. Je sais, je suis responsable financièrement, ça fait plaisir. Le 5 piastres la canne, pas de trouble, là. S'ils pouvaient... Moi, je mettrais une pièce de plus pour qu'ils me le filtrent pour enlever le sable. Puis on a un deal! C'est réglé, là. Pas besoin Qu'est-ce d'osmose, pas besoin de chauffage. Imagine que tu mets... Parce que j'ai vu ça, là. Il y en a qui prennent de la vodka cheap, ils la Oh mettent non. dans... Ils la font passer dans un filtre Brita une couple de fois, là, puis ils sont genre... Goûte comme de la Grey Goose. Puis je suis comme, bon, je sais pas à quel point. Mais je me dis, si on fait ça avec de l'eau d'érable dans le Brita, ça marche-tu? Je sais pas. Est-ce que Quelle je suis partie de l'être... genre, Non, mais je am sais I a pas c'est quel... genius ou je suis dérangée? Écoute, c'est deux traits qui se tiennent vraiment côte à côte. Moi, je sais pas c'est quelle partie de l'Internet qui t'a mis à regarder des gars qui achetaient la vodka cheap pour la mettre dans une drita, là. Mais j'aime vraiment ça. J'aime C'est surtout... comme un je tiens à life dire- hack, je pense. Je tiens à spécifier. J'aime qu'ils pensent que la vodka est un alcool où est-ce que, genre, le goût optimal, c'est le goût de vodka Grey Goose. Et j'aime que le genre de personne qui passe au travers d'une brita peut goûter la différence. Parce que ça, je le crois pas, là. Ben, écoute, hey, pense j'essaie de pas que trouver, c'est mais des je pense bagues que de c'était un... vodka. Genre, ça devait être un TikTok là, ou un quelque chose, là, mais j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que j'ai vu ça que l'apparition de TikTok. En tout cas, bref. Ça, je te jure qu'il y a une vidéo de ça, là, puis le monde, il pensait que... Ben, Mais il écoute, révolutionnait quelque chose. Mais écoute, moi, je goûte pas assez la différence d'un vodka non, pour mais une me vodka. dire, bon, ben, je vais l'essayer, Ouais. là. Mais Mais, par contre, je pense que tu fais un bon point. Peut-être que la sève d'érable, avec une bonne brita, ça devrait rouler. un filtre neuf, là, un filtre neuf, là. Donne-lui une chance, tu sais. On n'est pas de chipette, là, un fil neuf, là. Quand même. Fait que, de nos jours, le Canada a quand même une réputation internationale en tant que pays de buveurs de sirop d'érable. Comme, c'est ce que tu vois dans tous les films où ils font de l'humour sur le Canada. C'est un dude avec son jersey de hockey qui chug du sirop d'érable en même la bouteille. OK, C'est un fait que quand tu stéréotype. disais buveur, tu voulais dire buveur. Au début, j'étais comme, OK, c'est peut-être une façon, parce que c'est liquide, tu sais, on va dire pour dire consommateur, mais non, non, nous, c'est en On a même... vraiment une réputation stéréotypée qu'on aime tellement le sirop d'érable qu'on le boit. Moi, je pense que c'est vraiment une vision enracinée dans une compréhension très, très, très minimaliste du palais canadien. Parce que, tu sais, la notion sous-entendue, c'est qu'on aime tellement le sucre qu'on en boira en grosse quantité. Oui, le Canada, les Canadiens, on aime les choses sucrées, mais on les aime en très, très petite quantité. Fait que Mhm. ici, avec nous, on a des bonbons mots à l'érable. C'est peut-être moins qu'une demi-cuillère à table. Donc, je pense pas que c'est plus que 7,5 grammes. C'est très, très petit. Donc, ça s'appelle aussi du fudge à l'érable. Pour le faire, il faut chauffer le sirop d'érable à 112 degrés Celsius. Ouais. Et ensuite, il faut le refroidir, pas à 50 degrés, à 80 degrés Celsius. Puis là, ça va être le même processus. Tu vas le fouetter jusqu'à ce que la couleur soit quand même claire et brillante. Donc, moi, j'appellerais ça un beau beige sablon, si on veut, un beige chaud. Puis, tu veux que ça ait une consistance lisse. Puis ensuite, tu vas le mettre dans un moule, puis tu vas le réfrigérer complètement. Donc, ça, moi, je pense c'est une version plus raisonnable d'un produit de l'érable très, très, très sucré. Est-ce que tu es prête à l'essayer? Bien, certainement. Ben, santé. Miam. Cheers. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est extrêmement sucré? Oui. Oui. Comme- C'est à consommer en petites bouchées et Mhm. un à la fois. Tu sais, c'est comme une petite treat, là. Ouais, ben, T'as pas le goût d'en manger un deuxième, là. Pas que c'est pas bon, mais... Ah! C'est voyons. C'est les choses comme ça que je trouve qu'on peut utiliser pour décrire l'expression « ça tombe sur le cœur ». Tu sais, c'est Oui. bon, là, puis t'apprécies, là, mais ça peut tomber sur le cœur, là. oui, Ça, tu sais. absolument. Ben, tu vois, moi,
c'est quelque chose que, tu sais, j'ai voyagé beaucoup. J'ai fait les magasins de tourisme canadiens, puis ben les magasins au Vermont, où est-ce qu'ils vendent toujours ces produits-là, parce que c'est des petits bonbons, ça coûte très, très peu cher à produire, puis c'est des bonnes marges de revenus. Quand je les vois, ça me stresse. Parce que j'ai peur. Mettons, moi, j'ai acheté ce qu'on a aujourd'hui, c'est un paquet de 6. Ouais. Ça, à mon humble avis, c'est une gâterie pour 6 personnes. Oui. J'ai peur qu'un touriste qui, mettons, vient des États-Unis, l'achèterait, puis il se dirait, je vais en acheter un pour chaque personne de ma famille, parce que c'est petit. Puis après ça, ils se mettent à manger ça comme des Oreos, genre. Oh, Ça, mais là, peur c'est pour qui me ça garde qu'ils la pensent nuit. qu'on en chug dans ce cas-là. Là. C'est pour ça qu'ils Ben, pensent qu'on... T'achètes ça une fois dans ta vie, tu manges ça, puis tu dis, oh mon Dieu, ça va des belles manteaux. Ben, je comprends, là. Tu Oui, comme... mais non. Parce que Mais ça, tu sais, c'est c'est comme extrêmement si... sucré, là. Tu sais, j'ai l'impression, là, après un souper, là, quand on est rendu au café, Oui. ben, tu sais, tu pourrais manger ton petit bonbon en même temps à côté. Puis s'il y a Ben- un dessert, ça va être longtemps avant ou après, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu vois, moi, je penserais que ce serait juste ça, le dessert Netflix, que ce serait comme... Oui, mais, tu tu sais, moi, je suis une bébête à C'est sucre, relatif. là. C'est Non, mais je suis une bébête à sucre. Fait vraiment qu'il y a quelqu'un d'autre qui amène un gâteau. Mais quelqu'un amènerait ça comme... Ben, c'est parce que c'est ça l'affaire. Comme tu dis, c'est que c'est petit. Fait que l'espèce d'impression, si t'arrives avec une mini boîte de même, puis c'est « Ouais, j'ai amené le dessert, tout le monde, vous avez... » Tu sais, les gens qui connaissent pas ça, ils vont faire genre « Ah, OK. » Mais en exactement, même ils vont faire temps, comme- c'est c'est ça. tout ce dont t'as besoin, là. T'as C'est pas tout ce dont besoin t'as besoin. de... Puis tu sais, c'est Un plus riche, gros morceau. c'est crémeux, Oui, c'est la sucré, ça en texture amène est... beaucoup. Fait que c'est ça, t'as quand même bien commencé à répondre à ma question qui est, ça, tu le mangerais avec quoi? Moi, personnellement, ce serait un latte ou un shot double d'espresso. Quelque chose de fort qui coupe au travers. Oui, moi, je suis pas une fan des lattés, je suis désolée, je le dis ici, là. Je trouve qu'il y a trop C'est correct. de lait. Fait que Mhm. c'est ça, ça serait un... Moi, j'aime bien faire un pour-over maintenant, là. Je me sens Ouh. bien fancy quand je dis ça. Avec ta puis- Chemex. Non, je sais Non, pas c'est c'est quoi correct. ça. Je suis désolée. C'est- J'ai acheté quand un t'es affaire rendu sur trop- Amazon, mais il quand- est vraiment beau. Quand t'es rendu trop loin dans le monde des pour-over, comme le moment où est-ce que je vais te dire d'arrêter, c'est quand tu vas mettre à me parler de ta Chemex. C'est vraiment juste l'entonnoir dans lequel tu fais ton Ah, pour-over. OK. Mais quand quelqu'un me parle de ça, je m'en vais lentement par en arrière. Fait que j'aime Ah, que tu me ok. dises que tu l'as commandé d'Amazon, ça veut dire que je peux encore te faire confiance. Oui, pas de stress. Je suis pas in too deep. Fait que ouais, je ferais un bon café avec un petit peu de lait, là, parce que j'en mets un petit peu. Mais c'est ça, là. Faudrait contrebalancer le goût qui est extrêmement sucré du C'est petit ça. bonbon, parce que sinon, t'as pas de fun. Même le manger tout seul, en ce moment, j'ai le goût de prendre une grosse gorgée d'eau, là. Puis je l'ai Ouais, pas c'est ça. fini, je le tiens encore dans ma main, là, la moitié, mettons, là. Ben c'est ça, moi tu vois, en fait, tu sais, je filme cet épisode-là 2 fois. La dernière fois, l'autre moitié, moi je l'ai donné à notre producteur, là, j'étais comme... c'est très bon, j'aime ça. Mais c'est beaucoup d'un coup, puis moi je me verrais pas... ça sonne comme si je mange rien, mais pour de vrai, c'est juste quand il y a des saveurs fortes, j'ai la difficulté... C'est difficile de le finir, puis là, justement, en ce moment, j'ai pas de café. Par contre, là, tu l'as dit, je l'ai dit. Puis je suis en train de me dire que si je me faisais un café d'école, là, à minuit le soir, là, je prendrais ça avec. Ah, ouais. Ce serait une bonne mauvaise idée, je pense. J'allais te dire, pourquoi tu le prends des cas si tu vas manger une bombe de sucre? Mais écoute, chacun son haut le cœur avant de se coucher, là. Mais, tu sais, mettons, je sais pas, là, t'as juste besoin d'un petit remontant, mais tu sais qu'un café, tu dormiras pas le soir. C'est ça. Tu peux prendre un café décaf, en tout cas, sans caféine, Mhm. et la petite bombe, là, comme je l'appelle, la petite bombe de sucre. Ouais. là. C'est vrai que c'est une petite bombe de sucre. En fait, c'est un meilleur terme que le terme actuel. Ils appellent ça un bonbon à l'érable, mais faut quand même le distinguer des bonbons durs à l'érable qui sont complètement différents. Oui, Ceux-là- complètement différent. Vas-y, Ceux-là, je les excuse-moi. recommanderais pas parce que c'est continuellement, t'as l'érable qui fond dans ta bouche, puis t'es pogné avec le sucre dans ta bouche pendant au moins 10 minutes. Ça, je trouve ça un peu agressif. Faut que le bonbon, faudrait qu'il soit vraiment petit. Parce que comme ça, on a le luxe, si on veut, de le couper en morceaux, de prendre une petite bouchée. Mais le bonbon dur, c'est tu te le clenches, puis ça goûte jusqu'à temps que ça t'ait fini. Je vais dire quelque chose de controversé.
Je Vas-y. pense pas que les bonbons durs à l'érable devraient exister. À moins que tu le donnes à tes enfants. Mais Moi, je trouve qu'ils sont tellement agressifs. Oh. OK, je vais révolutionner, mais là, sur un suçon. Comme ça, tu le tiens dans tes mains. Non, Fait que tu non. peux prendre un break. Ah, Non. moi, oui. non. Je comprends Agree to ta philosophie. disagree. Je comprends ta philosophie. Je comprends où est-ce que tu t'en vas avec ta vie. Moi, quelque Mais chose j'aime les d'aussi bonbons sucré durs. qui dure aussi longtemps, là, à un moment donné, il faut que j'aille payer mes taxes. Là. J'ai un loyer à couvrir. Là. Je suis pas capable. Quelque chose qui dure aussi longtemps, qui est aussi fort, là, ça devrait se calmer. Là. Ça devrait aller trouver d'autres choses à faire. Là. Je sais pas, il y a pas des REER Ah, accumulés. Là. Non, Ah non, moi, je le mettrais sur un... Mais c'est pas un gros suçon Ben, ouais, c'est ça, de tu vas fou, aussi, là, mais tu sais, comme les petits suçons colorés à l'Halloween, là, les petits suçons Ouais. normaux, là. Tu sais, ça, mais c'est un bonbon dur d'érable. Ouais, donc, environ une cuillère à table, ce serait raisonnable. Parce que justement, souvent, les suçons à l'érable, t'as comme nourri une peur dans mon cœur quand tu as mentionné les suçons. C'est au moins 2-3 cuillères en quantité, là. C'est au moins Oh, 2-3 mon cuillères Dieu. à table. Là. Au pire, regarde, tu le remballes, là, tu le mets dans un petit plat, là, Tupperware, ou bien un sac Ziploc, puis tu vas faire tes c'est ça, impôts, en fait. puis tu reviens. Généralement, les gens me donnaient des suçons quand j'étais jeune, parce qu'ils donnent ça à des enfants dans leur temps libre, hein. Mhm. Dans des contextes appropriés, genre l'école ou l'Halloween. Mais moi, généralement, je les commençais, je me tannais, je les remballais, puis je les oubliais. Ou, je me rappelais qu'ils existaient après plus longtemps qu'ils étaient appropriés pour continuer mon expérience de consommation de suçons. Il était trop tard. Le Fait que moment je était sais- passé. Le sais pas. suçon... Je sais pas si dans ma vie, j'en ai consommé vraiment. T'en en as pas entier. fini un. C'est comme les lipsils, là. T'as jamais venu à bout d'un suçon à l'érable. Mais je suis quand même très passionnée de l'expérience contrôlée de consommation de sucre d'érable ou de fudge à l'érable. Ça, ça me titille. Fait que, quand même, en tout et pour tout, les deux produits qu'on vient de regarder, c'est des produits qui sont très peu transformés. Ça en prend pas beaucoup pour avoir un produit qui a vraiment de la valeur, qui est facile à vendre, qui est un produit du tourisme puis que les gens adorent. Fait que ça démontre quand même que le sirop d'érable a amplement de valeur telle quelle. Ce qui nous amène, je pense, Mhm. au crime le plus drôle de l'histoire du Canada.